Bonjour et bienvenue à En Action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Mon nom, c'est Daniel Rioux, kinésiologue. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale pendant l'automne et l'hiver avec la docteure Pascale Brodeur, Mmh. qui est psychologue, qui fait de la thérapie cognitive comportementale pour les adultes et les adolescents. Bonjour, docteur. Bonjour docteur docteur Rioux, non, bonjour, des formations professionnelles. Bonjour monsieur Rioux, merci de m'avoir invité à votre podcast. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir, accepté l'invitation. Évidemment, j'ai beaucoup de questions parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui a pris, beaucoup d une ques c'est une question qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le début de la pandémie. On en parle maintenant de plus en plus souvent. Ça, c'est peut-être un des effets les plus intéressants, disons, de la pandémie. Comment est-ce qu'on fait pour conserver notre santé mentale, au travers de l'automne puis de l'hiver? Des grands trucs. Bonne question. Moi, dans ma clientèle, puis je tiens à préciser que les psychologues, en tout cas, du moins moi, mais je sais que c'est comme ça pour beaucoup de gens, on reçoit pas juste des gens qui ont des problèmes de santé mentale diagnostiqués, là, que ce soit dépression, troubles anxieux, troubles de la personnalité, etc. Là, on a une bonne partie, plus que la moitié de notre clientèle là, qui consulte pour des difficultés de la vie courante, qui ont du coaching, de l'accompagnement, du soutien. Donc, j'ai quand même, tu sais, c'est ça, j'ai une clientèle large. Moi, je suis généraliste, là, je rencontre des gens pour un paquet de problématiques, puis c'est ça, c'est pas... fait que oui, je fais de la thérapie, de la psychothérapie, mais aussi de l'accompagnement pour des problèmes de la vie courante. Dans ma clientèle, l'automne affecte beaucoup de personnes. Tu sais, il y a facilement la moitié des gens qui vont me souligner que l'automne, c'est plus difficile. Tout d'abord, pour des raisons biologiques. La baisse de lumière viendrait affecter les taux de sérotonine, mélatonine dans le cerveau, ce qui joue sur ce qui est relié à l'humeur, la motivation, la joie de vivre, l'irritabilité, l'entrain. Donc, on se sent un peu moins... certaines personnes, ça ne fait pas ça sur tout le monde, mais certaines personnes se sentent moins up la vie. Mais il y a aussi des facteurs comportementaux puis sociaux qui viennent, puis cognitifs, comportementaux, sociaux qui viennent affecter notre santé mentale. Santé mentale et humeur, là, c'est pas parce qu'on a une baisse d'humeur qu'on a nécessairement un problème de santé mentale, là, Ouais. qu'on est nécessairement en dépression. Fait que c'est important quand l'automne arrive. Puis novembre, tu sais, à partir de mi-octobre, on le voit plus, on le sent plus. Puis novembre, c'est le pire, là. S'il n'y a pas de neige encore, c'est sombre, il pleut, le changement d'heure. Donc, pour les trucs pour contrer ça, la baisse d'humeur en novembre, de un, continuez, même si ça ne vous tente pas, continuez à sortir dehors le jour. Ne serait-ce que 15-20 minutes, prendre une marche, ça fait rentrer plus de lumière dans votre cerveau, si je peux dire ça comme ça. Puis ça va parce que le problème, c'est que la mélatonine est produite par le cerveau la nuit. Fait que moins il y a de lumière, moins le cerveau, plus le cerveau produit de sérotonine, puis c'est là que ça a un impact négatif sur notre humeur. Fait que sortez dehors le jour. Puis souvent, on finit notre journée de travail à 4h, 4h30, 5h, puis il fait noir. Ouais. Fait que sortir le midi ou le matin, là, pour les lève-tôt. Puis c'est sortir, pas besoin de sortir pendant 2 heures. Il y en a qui utilisent la luminothérapie, ils vendent des lumières, des lampes spéciales pour ça, puis c'est démontré Ça efficace par marche-tu la ça? science. Ouais? Scientifiquement, ça marcherait. C'est sûr que ça sera pas aussi efficace qu'un antidépresseur, mettons, pour les gens chez qui les antidépresseurs fonctionnent bien. Là, les antidépresseurs, ça fonctionne pas bien chez tout le monde. Mais c'est un outil important dans l'arsenal de tout ce qui peut aider pour la santé mentale. OK. Donc, continuez à bouger. C'est normal d'être moins motivé l'automne à cause de la lumière, à cause de la la baisse, c'est ça, comme je disais tantôt, la baisse de l'humidité, puis à cause de la température dehors. Là, l'important, c'est de trouver un équilibre. L'été, il fait noir à 9h30, on s'en va courir. On fait de la course à pied. C'est ça, je fais de la Ouais. course à pied, c'est souvent Ben l'exemple oui. que je donne. Là. Ouais. C'est plus facile, plus motivant d'aller courir. L'automne, là, c'est normal d'avoir une baisse de motivation. Trouvez un équilibre. Exigez-vous pas l'automne d'y aller aussi souvent ou aussi longtemps. Trouvez un équilibre entre qu'est-ce qui est essentiel pour moi de maintenir comme rythme sportif versus qu'est-ce que je peux me permettre comme baisse. Parce que quand on est moins motivé, nécessairement de maintenir le même rythme, ça devient exigeant puis ça devient fatigant. Fait que Ça prend plus d'efforts. exactement. Fait que s'imposer de garder le même rythme, quand on a une baisse d'humeur, de motivation, on risque de se surfatiguer
physiquement puis psychologiquement, mais faut vraiment pas tomber dans l'inactivation comportementale. C'est l'erreur que certaines personnes font, puis là, ils crashent dans l'inactivité, le sursommeil, la perte de motivation, la négativité. Donc, trouver un équilibre, je maintiens un certain niveau. Puis ça, comment trouver son équilibre, c'est faire des essais-erreurs. Si je cours 4 fois semaine l'été, ben moi, l'automne, pendant le mois de novembre, qui est plus rushant, c'est 2 ou 3 fois par semaine qui va m'aider à garder mon équilibre. Là, c'est de faire des tests parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de recette qui fonctionne pour tout le monde. C'est de se connaître soi. Donc, maintenir un certain niveau d'activité, faire attention cognitivement, là, c'est faire attention à sa perspective sur l'automne. On embarque, parce que les vacances sont finies, on peut embarquer dans sa tête dans une vision négative de Ah, c'est poche, je vais moins voir mes amis, je vais plus travailler. L'automne, on se met parfois à plus travailler, dépendamment de type d'emploi qu'on occupe. Fait qu'il y a ça aussi qui joue sur notre occupation du temps puis nos perspectives. Fait que faire attention de ne pas avoir une vision trop négative de l'automne puis de l'hiver. Puis si pour nous, l'automne et l'hiver, c'est négatif, ben, trouver des comportements, des activités qui rendent moins négatif l'automne puis l'hiver. Il y a des gens, ils arrêtent complètement de bouger, puis presque de voir des gens, ils sont encabanés tout l'automne, tout l'hiver. Je me mets à leur place. Je trouverais ça pénible l'automne puis l'hiver. Fait que Fait qu'il l'idée, faut c'est pas de. faut comme un petit peu investir de l'énergie pour, se maintenir un peu là, parce qu'effectivement, des fois, on a le goût de rentrer puis de s'encabaner, mais dans le fond, il faut comme essayer le plus possible, se forcer à garder notre air d'aller, mettons, de l'été puis du début de l'automne, à la fin de l'automne puis pendant l'hiver. C'est ça, mais je ferais juste attention à la phrase le plus possible. Le plus possible en fonction de l'énergie qu'on a. Euh, respecter puis dédramatiser qu'on soit un peu moins actif, un peu Ouais, plus fatigué que ce qu'on l'est l'été. Mais c'est ouais, ça, éviter de passer à très actif l'été, que ce soit actif socialement ou sportivement, à ouais. presque rien l'automne, l'hiver. Là, Parfait. Puis, ben, dans le fond, là, j'ai ma prochaine question, là, c'est concernant la pandémie parce que là, en plus d'avoir un automne puis un hiver comme à chaque année depuis un bon bout de temps, ben, là, il y a la pandémie qui est encore là puis qui s'étire. Hem, J'imagine que ça a un impact sur notre santé mentale, mais j'ai de la misère à dire si, tu sais, parce que quand la pandémie est arrivée au début, là, ça donnait un stress à chaque personne, mais ce stress-là, il continue, là. Est-ce que ça f un stress comme ça à long terme, est-ce que c'est néfaste pour notre santé mentale? Oui, c'est intéressant comme question. Un stress ponctuel puis un stress à long terme, ça ne nous affecte pas de la même façon. Les stresseurs à long terme, puis même si c'est des petits stresseurs qu'on finit un peu par oublier parce qu'on s'y habitue, là. Mais oui, les stresseurs à long terme nous usent à long terme, finissent là, je serais pas capable de vous expliquer les mécanismes hormonaux derrière ça. Si vous voulez euh, mieux comprendre les mécanismes hormonaux derrière ça, là, vous pouvez écouter le podcast de Sonia Lupien. C'est Ouais, une scientifique experte du stress au Québec. ouais, Elle a été interviewée par le podcast Sans fil. Là, elle explique très bien les mécanismes neuropsychologiques et psychiatriques de l'impact d'un stress chronique sur le cerveau, là, vraiment hormonalement, ouais, neurologiquement. Donc oui, le stress à long terme nous use au niveau de l'énergie puis au niveau de l'humeur aussi. Puis c'est d'autant plus important, je reviens à ce que je disais tantôt, de se trouver un mode de vie qui nous convient pendant la pandémie parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui trouve l'automne, l'hiver difficile, mais pour ceux que c'est difficile, ben la pandémie, ça rajoute un deuxième niveau de ouais. difficulté, un deuxième stresseur. Fait que là, c'est d'autant plus important d'être attentif à soi, indulgent à soi, puis se trouver un mode de vie qui nous convient. Mais ceci dit, je tiens à dire que, puis ça, c'est comme ça depuis le début de la pandémie, là, ce que j'ai constaté dans ma clientèle. La pandémie n'a pas affecté tout le monde, puis le confinement n'a pas affecté tout le monde de la même façon. Ça dépend du mode de vie des gens puis de la personnalité. Il y a des gens que ça a vraiment, ça les a jetés à terre complètement. Là. Les gens qui sont extravertis, sociaux, qui se nourrissent beaucoup des relations et des activités de groupe, c'est ces gens-là à qui ça a beaucoup nuit. Puis je trouve aussi, ben, ça on le lisait dans l'actualité, mais ça a affecté les jeunes plus que grosso modo, mettons, plus que les 35-40 ans et plus. Là. Ouais. Donc c'est ça, ça n'a pas affecté tout le monde de la même façon. J'ai même des clients, là, plus qu'un, là, des clients ou clientes que ça a même fait leur affaire, la pandémie puis le confinement. Là. Fait que c'est vraiment personnel à chacun.
Mais oui, c'est tout à fait compréhensible, normal que certains, que c'est un gros défi pour la santé mentale. Ouais. Puis là, ben, là, on s'en va vers Noël. Est-ce que ça existe des gens qui aiment pas ça, Noël? Puis, parce que là, cette année, on va être capable probablement de se réunir à tout le moins avec quelques autres foyers, là. Ce qu'on n'a pas pu faire l'année passée. Y a-tu des gens que ça a fait leur affaire l'année passée de ne pas pouvoir se recueillir, se réunir à Noël? Puis est-ce qu'il y a des gens que ça stresse des fois de les réunions de famille puis tout ça? Il y en a plus qu'on pense, mais ça a tendance à être tabou. Puis on a tendance, si on n'aime pas Noël ou qu'on ne veut pas voir notre famille à Noël, on a tendance à ne pas le dire pour ne pas blesser. Là, mais oui, écoute, je ne serais pas capable de te donner un pourcentage. Je ne tiens pas de. Pas fait de PhD sur l'amour de Ouais. Noël. Là. Je ne tiens pas de données précises là-dessus. Mais mettons, ça serait au moins le. Peut-être le quart, grosso modo, le quart des gens à qui je parle dans mon bureau, là, que Noël, pour eux autres, c'est bien le fun de se reposer puis faire les activités qu'on aime. Mais le marathon des soupers, des brosses puis des rencontres de famille, là, ça les tente pas, puis il y en a même, ça leur tente pas, puis il y en a même que ça nuit à leur santé mentale pour des raisons de, de, de climat familial pas agréable ou malsain, puis pour des raisons d'hygiène de vie aussi, là, quand ça fait, puis ça, plus on vieillit, plus c'est vrai, là, quand ça fait 3-4 jours qu'on dort mal, qu'on boit trop d'alcool, puis qu'on bouge pas, là, ça peut faire dropper rapidement l'humeur ou faire augmenter l'anxiété. Puis ce que j'ai envie de dire à ceux qui n'aiment pas Noël ou qui n'aiment pas beaucoup Noël, bon, la fameuse phrase « respectez-vous », c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, puis trouver un équilibre là-dedans. Noël, on a idéalement du temps pour se reposer, faire ce qu'on aime, puis aussi voir des gens qui sont importants pour nous, qu'on ne voit pas souvent. Mais respectez-vous là-dedans. Quand on se surfatigue, on se surentoure socialement, ça peut nous affecter facilement, puis là, ça peut faire qu'on devient plus irritable, que les gens nous tapent sur les nerfs, qu'on certains sujets de conversation, comme les vaccins, peuvent être des sujets qui sont vraiment pas une bonne idée à aborder à Noël, surtout qu'on est fatigué et qu'on a bu, là. Donc, trouver un équilibre là-dedans. Si c'est important pour vous dans vos valeurs de voir vos proches, oui, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer à 2 heures du matin, vous n'êtes pas obligé de coucher là. C'est vraiment trouver un équilibre. Puis, si vos proches mettent de la pression, si vos proches leur fait de la peine que vous n'y allez pas, reflétez-leur que vous comprenez que dans d'autres circonstances, ça vous ferait plaisir, mais pour des raisons qui n'ont pas rapport à eux, mais qui vous concernent vous, vous avez besoin de rentrer chez vous, d'être plus tranquille, de voir vos amis, c'est vraiment de trouver un équilibre là-dedans. Mais j'imagine que l'équilibre de chaque personne est différent. Là. Il y a des gens qui sont très, très extrovertis, ça va les nourrir mettons, de voir que du monde chaque jour. Puis à l'inverse, tu as du monde qui, mettons, un souper là, pendant, j'exagère, mais mettons un souper pendant tout le temps des fêtes, ça leur conviendrait, puis ce serait en masse pour eux. Là, Vraiment, c'est ça. C'est important de partir de l'idée que tout le monde n'est pas pareil. Dans la personnalité, dans le tempérament, dans le besoin de rapports sociaux, tout le monde n'a pas le même type de famille, la même relation avec ses parents, ses enfants. Fait qu'on peut pas arriver, notre cerveau passe pas mal tout le temps son temps à juger, là, mais jugeons pas les situations sociales de Noël avec la même grille d'analyse pour tout le monde. Les gens, à la base, sont différents, ont des besoins différents, des réactions différentes. Donc, c'est ça, il n'y a pas, une recette qui s'applique à tous pour Noël. Là. Sans vouloir faire de jeu de mots avec les recettes des Noël. mais c'est un petit peu la même chose. C'est pas tout le monde qui aime la recette de pain aux bananes, là, ou en tout cas, le gâteau aux C'est pas fruits. tout le monde qui déteste la pandémie. Moi, il y a plusieurs personnes dans mon bureau qui m'ont dit hey, c'est vraiment le fun la pandémie, je suis bien chez moi, travaille à distance chez moi, ça fait mon affaire, pas obligé de voir les collègues, pas qu'ils n'aiment pas leurs Ouais, collègues, mais ils trouvent ça fatigant, étourdissant. C'est ouais, ça, c'est vraiment personnel à chacun. exact. Puis il Ben, y a beaucoup de gens qui se sont permis de ralentir puis de, de se construire un mode de vie qui leur convient plus pendant la pandémie. ouais, Moins de pression sociale, moins de pression professionnelle. effectivement. Puis on dirait que des fois, là, il y a comme un genre de jugement où on peut se sentir jugé si, mettons, quelqu'un t'invite quelque part puis pour faire une activité, puis tu dis non parce que soit tu peux pas ou quelque chose comme ça. Mais pendant la pandémie, vu que c'était pas possible, je pense que tout le monde a
ben, pas tout le monde, mais il y a plusieurs personnes qui ont pris conscience que peut-être ils en faisaient trop, puis qu'ils faisaient des activités, pas parce que ça leur fait plaisir, mais pour faire plaisir à une autre personne, hein. Tout à fait, c'est des commentaires que j'ai entendus, effectivement. Fait que j'imagine que ça peut permettre à chaque personne de savoir qu'est-ce qu'il veut, là. Il y a des gens, par exemple, qui en voulaient plus, puis là, ça leur a manqué tout le long. Fait que là, eux autres, ils ont compris qu'ils aimaient ça avoir, faire plusieurs activités. Oui, vraiment. Vous parliez du retour au travail puis des gens qui sont en télétravail. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens que ça stresse, ce fameux retour au travail-là? Ça aussi, c'est intéressant, puis je vais vous répondre la même chose. Il y a des gens qui ont hâte, leurs collègues leur manquent, puis ça les nourrit de faire du small talk au bureau. Puis il y a des gens, ils sont stressés juste à l'idée d'y retourner, puis ils aimeraient ça y retourner, au pire, juste une ou deux fois par semaine. Ça dépend vraiment des gens. Encore là, ça dépend de la culture d'entreprise où on travaille, ça dépend de la personnalité de la personne, ça dépend de la qualité des relations. Mais sur le continuum de je veux rien savoir de retourner au bureau, de j'ai super hâte de passer, mettons, 5 fois 8 heures par jour avec mes collègues, ça se ventile sur ce continuum-là. J'entends toutes les versions, là. Puis là, je vais vous poser une question qui sort peut-être un petit peu de votre champ de pratique habituel, mais mettons, en tant qu'employeur, ce serait quoi les façons de gérer ça, puis de donner de la flexibilité aux gens? Est-ce qu'on donne des règles différentes pour les gens qui sont comme plus introvertis versus ceux qui sont extrovertis? Ce serait quoi un modèle, mettons, ou une idée là, pour accommoder tout le monde? Mais dans un monde idéal, puis tu sais, je ne suis pas employeur, je ne sais pas si c'est réaliste, mais dans un monde idéal, l'employé pourrait choisir dans un certain cadre. Je pense que ça peut aider au suivi du travail de l'employé puis aux interactions sociales, qu'il y ait un minimum de présence au bureau. Tu sais, peut-être que les employeurs pourraient dire, ben, au minimum une journée par semaine, tout le monde vient à un moment donné dans la semaine, ou ça peut être tu sais, qu'il y ait une ou deux réunions par semaine au bureau où ce que les gens se voient physiquement, ça a une utilité. Ceci dit, si les employés pouvaient choisir, il y en a qui vont choisir d'être là presque toujours au bureau, puis il y en a, ça va être juste une fois par semaine. Je pense que ça va vraiment être intéressant de voir comment les employeurs vont s'ajuster à ça, mais de donner le libre arbitre, la marge de manœuvre aux Ouais. employés. Il me semble que, écoute, je ne suis pas psychologue Ouais. organisationnel, pas fait de PhD là-dessus, mais de ce que je connais des théories motivationnelles puis des théories d'ajustement, de donner un choix à l'employé, ça serait une bonne idée. Ouais. Par contre, ça se peut qu'on se ramasse avec tous les gens qui sont, très extrovertis au travail chaque jour, là. C'est une bonne Ça réflexion, ouais. mais en tout cas, je sais pas, qu'est-ce que ça va donner, Ouais. on le verra bien, mais parce que j'imagine que, ben, moi, mettons, dans certaines organisations, je pense que c'est ça qui va être, suggéré, là. Tu sais, mettons 1 ou 2 journées obligatoires, puis, les gens peuvent venir plus souvent s'ils veulent, mais ouais, ça va être intéressant de voir qui est là chaque jour, là. Puis ça va être intéressant de voir aussi comment est-ce que c'est perçu, disons, par, les dirigeants? Mettons, est-ce que la personne qui est là chaque jour va être perçue comme plus motivée, par son travail versus ceux qui restent en télétravail, 4 jours sur 5? Je ne sais pas comment ça va être, géré, mais ça va être, très, c'est un débat à suivre pour les prochaines années, disons. Ouais, ben, ça me donne l'idée suivante que, si les employeurs écoutent ce podcast, ça va peut-être les sensibiliser à l'idée de ne pas juger leur emploi, en tout cas pas évaluer la motivation de leur employé avec la même grille d'analyse pour tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un ne va pas physiquement au travail qu'il n'est pas motivé. Euh, il y a plein de gens à qui ce raisonnement-là ne s'applique pas, là, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, j'imagine que c'est possible d'évaluer la qualité et la productivité du travail, même chez ceux qui sont à la maison. Fait que, il y a des. C'est ça. En tout cas, ça commencerait à être le temps, là, de trouver une façon Mais je suis sûre qu'il y a des psychologues organisationnels, des sociologues qui vont se pencher là-dessus, qui se comme il y en penche a sur ça. plein qui ont profité de la pandémie pour étudier des aspects du fonctionnement humain, individuel et de groupe. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va ressortir de tout ça, là. Excellent. Ben, merci beaucoup, docteur Brodeur, pour, vos interventions. Tu sais, ça nous donne, ça nous ouvre, là, en tout cas, je pense, les yeux puis les oreilles sur les autres personnes, sur comment est-ce qu'eux, ils vivent la pandémie. Puis je pense que c'est ça qui est le message principal, là, dans le fond, c'est que chaque personne est unique, puis il faut essayer de s'adapter, là, puis d'adapter les choses en fonction de nos besoins et de leurs besoins à eux, là. Oui, s'adapter tout en maintenant un certain cadre, tu sais, c'est correct que dans la société, il y ait des règles, puis un cadre, puis des consignes, là. L'idée, c'est pas de Ouais, dire aux employeurs, ben,
faites ce que vous voulez les employés. Mais d'éviter l'absence de cadre et de contrôle, mais éviter aussi l'excès de cadre et de contrôle. Là, c'est de trouver, là, je suis redondante, là, mais c'est de trouver un Ouais, équilibre là-dedans. Là. excellent. Puis, ben, merci. En terminant, je pense que vous êtes assez active là, sur votre page Facebook, fait que les gens peuvent vous suivre comme ça. Oui, ma page Facebook, Dr Pascal Brodeur, psychologue, je publie quelques fois par semaine des réflexions ou des publications que je lis à gauche puis à droite, puis que je trouve pertinentes, puis que je relis à ce que j'entends dans mon bureau, puis à comment je vois le fonctionnement humain, puis comment j'interviens. Puis on s'en parlait tantôt offline, je sais pas comment on dit ça. Ouais. Si, tu sais, on a beaucoup parlé de santé mentale dans les médias face à la pandémie, puis je confirme, dans nos bureaux, là, l'automne, l'hiver, on a toujours nos bureaux de psychologues, puis c'est comme ça pour tous les psychologues, on a toujours une augmentation de demandes l'automne puis l'hiver. Mais avec la pandémie, ça a explosé, et ça, à ce que j'ai entendu de mes collègues ou de mes patients, dans toutes les cliniques de la province de Québec, là, on refuse des patients. Bien malgré nous, c'est qu'on ne peut pas voir 45 patients par semaine, on a une limite. Là. Donc, que la pandémie vous affecte, jugez-vous pas là-dedans. Vous affecte au niveau de la santé mentale, votre fonctionnement, votre humeur, c'est tout à fait normal. C'est comme ça pour énormément de gens. C'est ça, il y a énormément de demandes en suivi psychologique, en consultation, santé mentale depuis le début de la pandémie. Puis c'est ça, il pourrait y avoir, je pense, 1000 psychologues de plus au Québec, puis tout le monde personne ne manquerait de travail. Là. Ouais. Ben, c'est une bonne nouvelle pour les psychologues, mais pour en général, pour l'état de notre société, c'est peut-être pas, reluisant, là. Ben, effectivement, collectivement, ça reste difficile, la pandémie pour la majorité. Ceci dit, peut-être qu'il y a 15-20 ans, les gens se seraient moins tournés vers l'aide psychologique. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens, plus le temps passe, plus les gens sont à l'aise et se permettent de faire appel à un psychologue ou ça peut être aussi un travailleur social, un psychoéducateur. Il n'y a pas juste oui, les psychologues, il y a juste nous et ceux qui ont le permis de psychothérapeute qui font de la psychothérapie, mais tout le monde n'a pas besoin d'une psychothérapie. Fait qu'il y a aussi au privé ou au public d'autres intervenants qui peuvent faire du coaching, de l'accompagnement, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, toujours s'assurer que la personne a une formation formelle, puis idéalement fait partie d'un ordre professionnel. C'est vraiment la chose qui protège le plus la clientèle. Là. Ben oui. Merci beaucoup pour ces excellents conseils, puis, on va continuer de vous suivre, sur les réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir. Merci, salut. Salut.